Je vais donc m'appliquer. Merci Dominique de cette introduction. Donc nous avons bien sûr le privilège d'avoir la directrice générale du FMI ce matin avec nous. Donc je crois qu'il faut essayer d'orienter nos interventions sur des questions pour elle ou pour son institution. C'est ce que je vais essayer de faire assez rapidement pour introduire ce débat. Alors, ce que je vais dire, vous le savez, et puis ça a été dit dans beaucoup d'autres tables rondes, et ça continuera sans doute à l'être ce matin, mais je crois que je vais essayer de reposer le problème que nous avons peut-être de façon assez synthétique. Alors d'abord, quelle est la triple nature du problème auquel le monde est confronté? Et ce n'est pas seulement la zone euro, d'ailleurs, j'y reviendrai peut-être brièvement. La crise est beaucoup plus durable et beaucoup plus violente que ce qu'on avait anticipé. Je crois qu'on sous-estime encore la violence et la durée de cette crise. La raison est sans doute que nous sommes dans un monde, et je vais y revenir aussi, avec des taux d'endettement extrêmement élevés, et que ceci favorise la brutalité des crises et rend les sorties de crise très longues, et on le sait, hein, ceci est bien confirmé par toutes les études académiques. La raison aussi, c'est que les politiques contracycliques habituelles sont usées, hein, il ne reste pas grand-chose à tirer des politiques budgétaires ou des politiques monétaires. Et donc, on a une crise plus durable et plus longue que prévu. Et on continue à se tromper. Hein, regardez les erreurs d'analyse très récentes sur Chypre. Hein, l'effondrement de la croissance à Chypre est incroyablement plus élevé que tout ce qui avait été anticipé, sauf par le cercle des économistes, mais consensuellement. Il faut le dire, si c'est vrai. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Deuxième problème, et c'est un problème un peu plus européen que mondial, c'est la disparition du progrès technique. Et je crois que c'est un problème extrêmement grave. En Europe, depuis une quarantaine d'années, de façon graduelle, le progrès technique disparaît. Il n'y a plus de gain de productivité. Quand on calcule la croissance potentielle de la zone euro, vous savez, la croissance qu'on peut faire à long terme, on trouve 0,25% par an. Ce qui est absolument dramatique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de surplus pour financer les dépenses liées au vieillissement, qu'il y a très peu de moyens, c'est très difficile de réduire les taux d'endettement parce qu'il n'y a pas de croissance. Et je crois qu'il y a vraiment, ce problème est majeur et que si on ne résout pas ce problème, on ne résoudra rien. Et en particulier, on ne saura pas sortir des crises de surendettement puisqu'il n'y a absolument aucun moyen que les revenus progressent. Et c'est quelque chose qui est très important, peut-être pas assez regardé, et qu'on ne trouve pas à ce point aux États-Unis hein, ou au Japon, qu'on trouve un peu, mais pas à ce point. Et le troisième sujet, bien sûr, c'est les niveaux d'endettement. Alors tout le monde le sait, mais il faut quand même rappeler que la dette publique plus privée dans les grands pays de l'OCDE est revenue à son niveau de 1945. Hein. Donc en 1945, on avait une vague idée de pourquoi on avait de la dette. Hein. Aujourd'hui, c'est moins clair. Et ceci, évidemment, est épouvantable. On était sorti de l'endettement de 1945 par une méthode assez robuste qui était croissance et inflation. Aujourd'hui, on ne sait plus faire ni l'un ni l'autre, et donc nous sommes écrasés par ce poids de la dette, et j'y reviendrai. Alors, avant de poser quelques questions à Christine Lagarde, le centre, il me semble, des politiques qu'il faut mener dans cet environnement, qui est très sympathique, comme vous le voyez, hein, d'autant plus, je voulais aussi le rajouter, qu'il n'y a plus de moteur vraiment de l'économie mondiale. Les grands émergents, on en a aussi parlé ici, sont tous en panne plus ou moins. Hein, la Chine ralentit fortement, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Turquie, elles sont en difficulté. Et donc, on ne peut pas, contrairement à ce qu'espèrent peut-être certains, et vous voyez sans doute à qui j'ai à l'esprit, on ne sortira pas de la crise par une reprise tirée par une reprise mondiale. Ceci ne se produira pas, et donc il faut avoir nos propres moyens de sortir de la crise. On ne voit pas du tout à qui vous pensez quand vous dites ça. Non, pas du tout, non, mais on fera un quiz après. Alors... Deux réflexions donc, sur les politiques économiques et quelques questions pour la directrice générale du FMI. Trois questions. Évidemment, est-on capable de faire des politiques de sortie de crise qui ne dégradent pas le long terme? Alors c'est aussi une question pour mon voisin de droite. Hein. Est-ce que les politiques monétaires ultra-expansionnistes sont vraiment des politiques qu'il faut recommander? Alors la grande majorité des économistes saluent la politique faite au Japon en disant voilà l'exemple pour le reste du monde, allez-y, créez de la monnaie. Le problème, c'est qu'on crée de la monnaie quand même. Hein, et donc on va se retrouver à long terme avec une expansion monétaire colossale dont je crois qu'on n'a aucune idée des effets.
ni sur les économies, ni sur les taux d'intérêt, ni sur la croissance, ni sur les taux de change. Donc on est en train de se mettre les mains dans une dynamique totalement impossible à prévoir. Alors qui aurait prévu que la politique monétaire menée aujourd'hui au Japon ferait monter les taux d'intérêt, plutôt apprécier l'yen et maintenant plutôt baisser la bourse, hein, Donc vous voyez, il faut quand même être prudent. Vous n'avez pas une seule bonne nouvelle, Patrick, ce matin? Tout à fait. Si, tout à fait à la fin, Christine Lagarde va donner les réponses à tout ça, donc ça ira mieux après. Alors, ensuite... Brossez le tableau noir, voilà. Il va s'éclaircir. Je vais vite. Un deuxième exemple des problèmes de long terme, évidemment, c'est ce qu'on a fait au début de la crise de la zone euro, oui, qui a été une destruction assez massive de croissance potentielle. Quand on réduit les déficits publics en baissant les dépenses de recherche, les dépenses d'éducation, les dépenses d'infrastructures publiques, etc., on détruit la croissance potentielle et après on s'étonne que le taux d'endettement public ne diminue pas. Donc il y a eu un léger oubli du dénominateur du taux d'endettement public, hein, et ceci est grave aussi. Je vais vite, ne inquiétez pas. Alors, 2 points encore sur les politiques économiques et 2 questions. À l'inverse, bien sûr, il faut faire des réformes structurelles. Je ne vais pas y revenir, vous le savez tous, on en a parlé tous les jours. Il faut essayer de faire que ces réformes structurelles ne dégradent pas trop le court terme. Alors, spontanément, les réformes structurelles dégradent le court terme. Par exemple, quand vous réformez les retraites, on est en train de le voir en France, à court terme, vous fabriquez du chômage si les salariés âgés restent dans l'emploi. Si vous faites des réformes fiscales qui vont taxer le consommateur pour détaxer l'entreprise, par exemple en montant la TVA, vous allez réduire la consommation. Alors l'attitude générale des économistes est de dire c'est pas grave parce que on va associer les réformes structurelles à court terme à du soutien macroéconomique. La question est de savoir si on a encore du soutien économique disponible et la réponse est probablement non. Donc entre la théorie et la pratique, les choses sont plus compliquées. Et puis troisièmement, et j'ai juste après 20 secondes de questions, qu'est-ce qu'on va faire des vieilles dettes ? Aujourd'hui, il y a quand même une espèce d'illusion qui est entretenue, c'est que tout le monde est solvable et que, y compris les pays ou les secteurs privés avec des dettes absolument énormes, s'en tireront. Après quelques décennies d'efforts, on ramènera ces pays sur une trajectoire de solvabilité et de croissance. Or, ce n'est sans doute pas vrai. On a vu sur la Grèce, on a vu sur Chypre que ce n'était pas vrai. Et je crois qu'il faut se poser absolument sans tabou la question de ce qu'on va faire des vieilles dettes énormes héritées. Est-ce qu'on est capable de conserver ces vieilles dettes sans les réduire et de les réduire par une méthode qui évite le défaut ou un défaut partiel? C'est la théorie qu'on a aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une théorie vraisemblable et pertinente ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se dire que nous avons des dettes héritées insupportables et qu'il faut traiter radicalement ce problème? Alors, Patrick, si oui, vous alors voulez... j'ai une question pour Christine et j'arrête. Oui. Oh, la question en fait à Christine Lagarde, c'est où va-t-on, y va-t-on bien? Le mur est devant nous ou derrière nous? Je voudrais poser 2 questions très rapides. Quelle est cette vue sur cette question des dettes? Et quelle est la vue du FMI ou de Christine sur cette question? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut continuer à maintenir l'idée qu'on va réussir à resolvabiliser ces pays? Et deuxième et dernière question, et je m'arrête vraiment là, est-ce qu'il y a des remords au FMI sur le début de la gestion de la crise? Par exemple, sur l'analyse de la solvabilité, par exemple sur l'absence de poids suffisant sans doute mis à la reconstruction des économies dans les pays où les économies sont détruites. Et puis un débat qu'on entend de plus en plus, par exemple, sur le poids excessif accordé à l'Europe par rapport au soutien aux pays émergents, par exemple. Alors, merci. Bien, merci beaucoup Dominique, merci infiniment Patrick. Comme on dirait, it's a piece of cake. Et merci surtout au Cercle des économistes de m'avoir gentiment invité pour la 9e année consécutive, je crois. C'est un plaisir d'être de retour. Je voudrais aussi rendre hommage à Olli Rehn qui vient de s'exprimer devant nous ce matin et je voudrais rendre hommage à son courage et à sa détermination en matière de construction européenne. C'est pas toujours évident. Alors, naturellement, Patrick, je vais essayer d'évoquer chacune des questions que vous avez posées, mais je voudrais d'abord, à titre préliminaire, faire quelques remarques qui expriment la position du FMI, puisque c'est en cette qualité que je suis ici parmi vous. Et en particulier en évoquant le thème qui est celui de ce matin, c'est-à-dire rendre à la politique économique des perspectives de long terme.
Et je voudrais le faire en évoquant non pas tout ce qui a été fait au cours des 6 dernières années, tout ce qui a été détruit, tout ce potentiel de croissance abîmé, ces opportunités ratées, non pas évoquer non plus l'ensemble des mesures qui ont été prises par tous les pays du monde pour essentiellement redresser une économie dans laquelle, surtout les économies avancées, subissaient de plein fouet les effets de cette crise financière et économique d'une brutalité et d'une violence incroyable. Je voudrais surtout essayer de nous projeter dans l'avenir et apporter en fait un premier élément de réponse à la question que vous avez posée. Est-ce que la politique de sortie de crise ne risque pas de dégrader le long terme? Et plutôt renverser la question et nous interroger pour savoir si des politiques de long terme ne peuvent pas être de nature à nous aider à sortir de la crise. Et je voudrais de ce point de vue évoquer rapidement la politique monétaire et budgétaire en soutien de ces actions de long terme et évoquer dans quelle mesure elles peuvent nous aider dans le court terme. Évoquer rapidement, et je sais qu'Adair l'évoquera sans doute beaucoup plus en profondeur, la question de la réforme du secteur financier, qui est un projet évidemment de long terme et qui doit aussi ancrer des anticipations dans le court terme, et très vite aussi la position du FMI en matière de politique de croissance et de création d'emplois, qui reste évidemment l'alpha et l'oméga de toutes les politiques économiques et des mix de politiques économiques qui doivent être mises en œuvre. D'abord sur le plan budgétaire. Dominique Seux, Patrick l'ont évoqué, les dettes publiques des économies avancées se sont considérablement alourdies à l'occasion des différents plans de relance qui ont été mis en œuvre au cours de l'année 2009 en particulier. Et elles partaient de bases qui, pour certains de ces pays, étaient élevées, mais pas tous. L'Espagne avait un taux d'endettement public, pas public et privé, mais public relativement faible, et puis ça évidemment, ça s'est accéléré de manière brutale. Des pays du cœur de la zone euro étaient à des taux d'endettement nettement plus élevés et là aussi, ils ont augmenté considérablement leurs dettes. On a un taux moyen qui est aujourd'hui en matière de dette publique de 110%. C'est du jamais vu depuis les années 80. Là, un certain nombre d'entre vous se disent qu'est-ce qui lui arrive. Non, c'est les années 80, 1880 évidemment. Avec un petit intermède au moment de la Deuxième Guerre mondiale qu'a évoqué Patrick Artus, mais pendant quelques années, ça a été très bref. En revanche, on se trouve là maintenant devant un problème qui est un problème dur, de long terme, et dont les économies des pays avancés vont subir longtemps les conséquences. Quel que soit le sort qu'on réserve à ces vieilles et lourdes dettes, dont certaines ne sont pas si vieilles que ça d'ailleurs, il est évident que des politiques budgétaires responsables, crédibles et de long terme sont indispensables pour placer l'endettement sur une trajectoire descendante. Je ne vais pas ici mentionner la zone euro, mais je pense en particulier au Japon, dont la dette publique est évidemment la plus élevée de toutes les économies avancées. Mais je pense aussi aux États-Unis, qui est autour et légèrement supérieur à 100%, où il est indispensable que ces pays indiquent dans le moyen et dans le long terme quelles sont les politiques budgétaires prévisibles, crédibles, ancrées dans de la réglementation et dans de la législation qui ne sera pas remise en cause, seront de nature à ramener le déficit de chacun de ces deux pays dans des zones qui permettent de renverser la trajectoire de la dette publique et de la ramener sur une pente descendante. Alors, je n'ai pas répondu à la question de Patrick sur le sort des vieilles dettes, parce que c'est évidemment une question qui est d'abord extrêmement épineuse, et deuxièmement, fort compliquée à résoudre, parce qu'on ne va pas mettre l'ensemble des économies avancées en Club de Paris. Donc il va falloir, à l'égard des dettes lourdes, quelle que soit l'opinion qu'on a sur le pourcentage de dette sur PIB qui est compatible avec la croissance, et là on se souvient au cours des derniers mois de la controverse qui a agité le seuil de 90% ou pas, mais il va falloir évidemment repenser un certain nombre d'éléments. Et à cet égard, au Fonds monétaire international, nous avons lancé un débat qui a fait l'objet d'un premier papier, qui sera suivi d'un certain nombre d'autres papiers relatifs à la façon dont on peut régler ces questions de dettes lourdes, et qui toucheront à la fois des aspects purement économiques, financiers,
Et puis des aspects juridiques aussi. On a évidemment rencontré un certain nombre de difficultés concernant la restructuration de la dette grecque, avec des dettes soumises au droit local, avec des dettes soumises à des droits étrangers, avec l'application des clauses collectives. On a eu le même type de difficultés en matière de restructuration de la dette chypriote. On a aujourd'hui devant les tribunaux de la Cour d'appel de New York une difficulté majeure avec la restructuration de la dette argentine et les efforts qui ont été engagés par ceux d'entre les créanciers qui n'ont pas accepté le plan de restructuration et qui risquent de rentrer dans leur fonds à la différence de ceux qui ont accepté une coupure sur dette. Ce sont des questions nouvelles pour certaines d'entre elles et qu'on doit impérativement intégrer dans la logique d'examen de ce poids des dettes lourdes et pour certaines d'entre elles anciennes des économies avancées. Et seront-elles, ces dettes, seront-elles remboursées, y compris dans les grands pays développés? Pourront-elles être toutes remboursées? C'est toute la question qui doit être évoquée sous tous ces aspects. Je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse imaginer un instant que toutes les économies avancées se retrouvent en Club de Paris dans une perspective de restructuration de dette globale. Mais ce n'est pas un problème qu'on peut régler malgré l'immense qualité du Cercle des économistes et son talent pour lancer des débats, ni que moi, je vais résoudre comme ça au micro de Dominique Seux, malgré votre talent d'intervieweur. C'est évidemment extraordinairement compliqué. Alors, toujours pour rester sur ces politiques budgétaires dont l'ancrage dans le moyen terme dans des pays notamment comme les États-Unis et le Japon sont impératifs, je voudrais simplement préciser que nous ne pensons pas qu'il faille qu'un ajustement budgétaire brutal soit poussé à son maximum. Ce qu'il s'agit de faire et ce qu'on a essayé d'expliquer depuis maintenant un certain nombre de mois, voire d'années, c'est de moduler le rythme de l'ajustement en fonction de la reprise et de garder une optique de long terme tout en s'attaquant à des dépenses sociales et de santé dont le poids, on le sait, ira croissant jusqu'à représenter des proportions extrêmement importantes dans les années qui viennent, notamment aux États-Unis, et également chaque fois où c'est possible, et en particulier là où la fiscalité globale est assez légère, tourne autour de 26 à 30%, en accroissant également le revenu. Alors une observation à cet égard, dans le cas des États-Unis, par exemple, la procédure budgétaire qui est actuellement à l'œuvre, qui a pour effet un ajustement budgétaire, nous paraît tout à fait inappropriée. C'est la procédure dite du sequester ou sequestration, selon les cas. Elle est tout à fait inappropriée parce qu'elle s'attaque de manière aveugle à un certain nombre de dépenses qui sont fondamentales précisément pour soutenir la croissance de moyen et de long terme. Lorsque, par l'effet du sequester, les États-Unis amputent des dépenses d'éducation, des dépenses dans le domaine des sciences, des dépenses dans le domaine de l'infrastructure, ça pèsera évidemment sur la croissance potentielle et ces compressions, de notre point de vue, devront être réduites, ajustées et modulées par des ancrages de réduction de dépenses qui sont de moyen terme et qui permettront de réduire la croissance extrêmement forte des programmes de soins, des programmes de santé, des programmes de retraite qui, en l'absence de réforme, augmenteront mécaniquement de 2 points de PIB dans les 10 années qui viennent. Donc ça, c'est cet effort-là qui est fondamental et qui est évidemment difficile à produire. Sur le plan monétaire, rapidement, les bilans des banques centrales, je pense que vous avez dû l'évoquer au cours des 2 dernières journées, ont considérablement augmenté dans les économies avancées. Et ça, ce sont les effets secondaires de politiques ambitieuses, de politiques transgressistes, si j'ose dire, mais ça, je suppose que le professeur Ito l'évoquera tout à l'heure, qui ont produit un certain nombre d'effets, parfois d'ailleurs sans engager un euro. Ça a été le cas de la politique annoncée par Mario Draghi le 22 juillet de l'année dernière, en engageant beaucoup de yens, c'est le cas actuellement de la politique de la Banque centrale du Japon. Mais évidemment, ce n'est pas une politique qui pourra être menée de manière constante, puisque les banques centrales, normalement, arrivent en dernière ligne de défense. Elles arrivent aujourd'hui un peu en première ligne de défense et elles ménagent un espace qui permet en principe au gouvernement de prendre des mesures soit budgétaires, soit structurelles pour remédier à la situation. Donc il va bien falloir qu'à un moment, un phénomène de retrait s'engage. Évidemment, il va falloir que ça puisse se faire en souplesse, sans à-coups, en étant bien communiqué, bien annoncé. Je dois dire que quand on voit les effets d'un tout petit minimum d'annonces engagées par Ben Bernanke, on se demande de quelle manière cette communication va devoir s'effectuer. Et se pose là, je crois, véritablement le problème de l'intersection entre le court terme et le moyen terme, où des annonces qui portent sur nécessairement
des mois à venir, peut-être l'année prochaine, ont des effets de très court terme qui peuvent être amplifiés et redoutables. Nous sommes convaincus que dès lors qu'elle serait effectuée de manière très attentive et de manière transitive, qu'elle soit communiquée de manière extrêmement efficace et qu'elle soit bien orientée sur le long terme, sans perturbation, elles peuvent être effectuées, je le redis, à condition d'être visibles et prévisibles, si vous voulez. Deuxième point, rapidement, sur le secteur financier. C'est le deuxième domaine où, de notre point de vue, une nouvelle perspective à long terme s'impose. La question est un peu différente. Quand on parlait tout à l'heure des politiques monétaires et budgétaires, il s'agissait de régler en quelque sorte les conséquences de la crise, c'est-à-dire le gonflement des bilans d'un certain nombre d'opérateurs et le dégonflement d'un certain nombre d'autres. En matière de crise financière et de régulation du secteur financier, on doit s'attaquer à des phénomènes qui étaient présents avant la crise et qui ont été d'ailleurs de nature à engager cette crise. Je voudrais à cet égard citer cette belle phrase de Thomas Jefferson qui dit que, en français, le prix de la liberté est la vigilance éternelle. On connaît cette espèce de difficulté de dialectique entre le superviseur et le supervisé, et on sait là aussi que cette vigilance éternelle est indispensable pour permettre à un secteur qui a largement tendance à innover, à inventer, à passer sur les côtés, si c'est nécessaire, la nécessité de le réglementer par tous les moyens. Et clairement, les banquiers centraux et les régulateurs, notamment au sein du comité de Bâle, ont fait le choix de réglementer par l'augmentation très forte des fonds propres, par des ratios de liquidité qui n'étaient à cette époque, qui étaient avant la crise en tout cas, non en vigueur. Et je sais en particulier que mon voisin Adair est extrêmement favorable à ces ratios et de liquidité et ces ratios de fonds propres élevés, y compris des ratios de fonds propres surélevés pour les SIFI, c'est-à-dire les mégabanques et les institutions financières internationales, transnationales. Alors, pour que tout ça se poursuive, il faut évidemment que les progrès continuent, parce que ce qui a été réalisé au comité de Bâle, ce qui vient maintenant d'être mis en œuvre par les États-Unis, ce qui a été mis en œuvre par le Japon, les premiers, à cet égard, et les Européens sont en train de finir l'ensemble du mécanisme des différentes directives nécessaires à cet effet, il faut évidemment poursuivre. C'est cette question de la vigilance éternelle qu'il convient d'appliquer. Et de ce point de vue-là, il y a toute une série de secteurs ou de questions qui sont hors régulation et qui doivent l'être. Un certain nombre de régulateurs s'en préoccupent. Il s'agit des marchés dérivés, il s'agit du shadow banking, dont il convient impérativement de le faire rentrer dans des mécanismes de régulation ou, ce qu'évoquait tout à l'heure Olli Rehn, des mécanismes à la fois de responsabilité et des conséquences de la responsabilité, c'est-à-dire de la prise en charge des passifs quand ils se produisent. Alors, dernier sujet qui en la matière me paraît fondamental aussi et qui est à l'intersection, ce qui m'arrange bien, entre les questions financières et les questions d'ordre juridique, c'est l'invention d'un mécanisme dit de résolution ou de restructuration, si vous voulez, qui puisse s'appliquer notamment aux établissements transnationaux et qui aujourd'hui n'existe pas de manière concrète et fait toujours peser sur les contribuables de l'ensemble des économies avancées en particulier une espèce d'épée de Damoclès qui voudrait que c'est le contribuable qui finalement devra mettre la main à la poche pour renflouer des établissements trop larges, trop lourds, trop grands, trop transnationaux pour être restructurés en l'absence d'un mécanisme de régulation actuellement absent, qui commence à se dessiner, mais qui n'est pas encore, loin s'en faut, harmonisé, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Dernier point, c'est ma troisième perspective à plus longue échéance, la nécessité de réorienter les politiques économiques pour mieux traiter les questions primordiales de croissance, d'emploi et d'équité. Au départ, il y a la crise, la question de savoir comment revenir à une croissance, le G20 l'a dit, à l'envi, solide, durable et inclusive. Mais cet impératif s'explique aussi par des tendances de fond, pas seulement par la crise que nous venons de vivre au cours des 6 dernières années. Ça s'explique par les tendances de fond qui sont à l'œuvre, c'est la globalisation, des progrès technologiques, certes rapides, mais peu fournisseurs d'amélioration de productivité, et puis surtout d'énormes changements démographiques. Aujourd'hui, cette question de la création d'emplois, je sais que Sharon Burrows l'a évoquée, elle concerne plus de 200 millions de chômeurs dans le monde. On a des pays où le chômage atteint des taux considérables, mais les États-Unis, 7,6, tout à fait inhabituel. La zone euro, plus de 12%. Et puis au sein de la zone euro, des pays qui sont victimes d'un chômage redoutable, comme l'Espagne, comme la Grèce, comme un certain nombre d'autres aussi, notamment chez les jeunes, où on peut être à peu près assuré de doubler la moyenne nationale applicable.
quelle est la réponse? La réponse en matière de création d'emplois, c'est évidemment la croissance qui est la meilleure pourvoyeuse d'emplois. Pour ce faire, il faut arriver évidemment à un bon équilibre et un bon dosage entre les politiques d'offres et les politiques de demande. Et de manière plus précise, il nous semble, au sein du FMI, que beaucoup de pays doivent s'engager, pas seulement l'Allemagne, comme l'évoquait tout à l'heure Olli Rehn, beaucoup de pays doivent impérativement s'engager dans des réformes structurelles permettant de libérer de la productivité, et il existe des gisements de cette nature, de s'efforcer d'éliminer les rentes, dire qu'on a eu des exemples assez croustillants. Je vous cite un exemple, parce qu'il me paraît absolument frappant. Lorsqu'on a mis en œuvre le premier programme relatif à la Grèce, on a demandé qu'un certain nombre de réformes de structure soient mises en œuvre. On a demandé notamment que des rentes soient éliminées. Et on a ainsi demandé à ce que la mise en vente des produits d'alimentation pour bébés soit en libre circulation, si j'ose dire, et non pas réservée aux officines de pharmacie. La mesure a finalement été mise en œuvre, au terme d'un lobbying acharné. Le prix des petits pots pour bébés a baissé immédiatement de 30%. Les pharmacistes, les officines de pharmacie se sont reprises rapidement et ont récupéré la mise en vente des petits pots pour bébés. Mais les prix ont augmenté mécaniquement de 30% dans la foulée. Il y a toute une série de petites rentes qui existent ainsi dans de nombreuses économies, notamment ça concerne, je vois Pierre Moscovici qui vient d'entrer, ça concerne la France ou pas? Écoutez, je n'ai pas étudié les petits pots pour bébés en France et il n'est pas question de faire un programme de restructuration sur la France. Donc, je ne sais pas. Je suis renvoyé dans mes buts. Je salue Pierre Moscovici au passage, avec amitié. Donc, libérer de la productivité là où les gisements existent, éliminer les rentes, encourager les initiatives créatrices de valeur. Il nous semble au surplus que des politiques actives de marché du travail sont indispensables, axées sur des programmes d'éducation, de formation professionnelle, d'ajustement entre l'offre et la demande d'emploi qualifié pour aider tout simplement à retrouver un emploi. Enfin, un point qui m'est cher personnellement et sur lequel les équipes du FMI ont accepté de travailler avec succès. Il faut absolument redoubler d'efforts pour doper l'emploi des femmes. Ce n'est pas forcément le problème majeur en France, mais un certain nombre de pays, et notamment d'économies avancées, je pense en particulier au Japon, professeur, il faut faire des progrès. Et je crois que pour cela, on peut tout simplement mettre fin à la discrimination fiscale dont souffrent les deuxièmes revenus, renforcer les prestations des congés parentaux, améliorer les modes de garde d'enfants, les rendre plus abordables, et ces mesures peuvent fondamentalement soutenir des économies d'une façon durable. Le Fonds monétaire international a fait une étude récemment qui a été publiée, traduite en japonais, je précise d'ailleurs, et dont il ressort qu'augmenter le taux de participation des femmes sur le marché du travail au Japon, tout simplement au niveau des pays d'Europe du Nord, ferait faire un bond de 8% du PIB par habitant en quelques années au Japon. De ce point de vue, je dois dire que les mesures récentes, je ne sais pas, professeur, si vous étiez à l'origine de ces mesures, mais les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre Abe en la matière me paraissent aller dans le bon sens. Enfin, au-delà de la croissance et de l'emploi, les politiques doivent aussi être orientées vers une économie plus équitable, plus inclusive. À nouveau, les recherches au sein du FMI et dans d'autres institutions indiquent qu'une répartition mieux équilibrée du revenu aboutit à une croissance plus soutenue ainsi qu'à une plus grande stabilité économique. Alors comment faire ? Il y a un certain nombre de méthodes qui sont bien connues, il n'y a pas de panacée absolue et chaque méthode doit être appliquée en fonction des circonstances du pays. Enfin, on peut faire figurer dans la liste les dépenses d'investissement dans l'éducation, dans la formation, la protection des services sociaux de base, la création d'une fiscalité progressive, ainsi que bien sûr la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale. Ce sont là des questions qui importent le plus pour les populations et qui devraient être des questions qui importent le plus aussi pour ceux qui les gouvernent. Alors permettez-moi à ce stade de citer mon ami Jean-Claude Juncker. Il a peut-être été cité déjà à l'envi parce que c'est évidemment sa phrase qui revient à l'esprit en la matière. Il a dit « Nous savons tous ce qu'il faut faire pour préparer l'avenir, mais nous ne savons pas comment nous faire réélire une fois qu'on l'aura fait. » Merci à vous, Christine. Non. Alors, en fait, Dominique, j'espérais que j'avais fini. C'était mon introduction. Non, mais parce que j'ai des questions, éventuellement. Parce que moi, je voulais poursuivre en anglais. Puisque Olli a fait tout son effort en français, je voulais poursuivre en anglais et vous dire « Just get cracking and do it ».
Thank you. Merci à vous. Avant de passer juste la parole à Dan Turner, j'ai juste une question. Je ne sais pas si vous pouvez répondre en une phrase à chaque fois. Quel est votre regard? On est le 9-8 juillet. Je ne sais pas très bien sur la conjoncture mondiale, c'est-à-dire où on en est. En une phrase, c'est compliqué. Et puis, vous n'avez pas tout à fait répondu à la question posée par Patrick sur y a-t-il eu des erreurs? Et y a-t-il aujourd'hui encore des erreurs? Alors évidemment, quand je dis une phrase à chaque fois, c'est pour ne pas... nous sommes pressés aussi d'entendre, c'est vrai, les autres intervenants. Je vais aller très vite sur la première. On a dit en avril, à l'occasion des assemblées de printemps, que la reprise était à 3 vitesses, et 3 vitesses et demie, parce qu'on avait mis le Japon un tout petit peu à part dans l'incertitude du résultat de la politique des 3 flèches japonaises, avec les économies des pays émergents et développés qui avancent à un rythme d'environ 5,5% en moyenne, avec un groupe d'économies, notamment les États-Unis, mais aussi la Suède, la Suisse, l'Australie, le Canada, qui sont en train de décoller, de repartir à un rythme moyen qui tourne autour d'à peu près 2%, et puis un certain nombre d'économies qui sont un peu au point mort et qui se trouvent être les économies de la zone euro. Donc on avait une prévision de croissance qui tournait à peu près à 3,3%. Je crains, compte tenu de ce qu'on observe actuellement sur les économies des pays émergents en particulier, pas des pays en développement et pas des pays à bas revenus, mais sur les pays émergents, je crains qu'on soit peut-être un tout petit peu en deçà. Je ne vous donne pas de chiffres parce qu'on publie dans les 2 jours, si je me souviens bien, et je ne voudrais pas couper l'herbe sous le pied de mon économiste en chef. Donc Olivier présentera ces éléments sous peu. Sur la reconnaissance de nos erreurs, je n'ai rien dit parce qu'on a publié. Je crois qu'on doit être un des... Moi, j'ai découvert cette maison avec stupéfaction. On passe notre temps... Une fois qu'on a mis en œuvre des programmes, une fois qu'on a élaboré un peu mieux une surveillance bilatérale, multilatérale, par cluster, etc., on passe son temps à réexaminer pour nous interroger, pour savoir si on a fait des erreurs, si on n'aurait pas dû réajuster, si, à la lumière des nouveaux éléments qui sont apparus, on n'aurait pas dû faire autrement. On l'a fait à 2 reprises maintenant, on l'a fait sur les multiplicateurs, comme l'ont évoqué un certain nombre d'entre vous peut-être, on l'a fait par écrit, on a publié, on a été commenté, on a été vilipendé à l'envi, mais c'est la tradition et l'honneur du FMI, je crois, de chaque fois de dire oui, bon, là on s'est trompé, on n'avait pas envisagé que tout le monde en même temps allait mettre le pied sur le frein, on n'avait pas envisagé qu'on aurait une espèce de crise de liquidité majeure, et la conjonction de ces deux a entraîné un effet multiplicateur qui ne tourne pas autour de 0,7 comme on l'a retenu pour un certain nombre de programmes, mais plutôt du double. De la même manière, on a réexaminé, parce que c'est la règle en matière d'accès exceptionnel, que chacun des programmes mis en œuvre soit examiné dans les 12 mois. On l'a fait sur la Grèce. Et sur la Grèce, on a dit qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été suffisamment pris en compte, en particulier en matière d'application du multiplicateur. Merci beaucoup. Well, we have this theme of the balance between short-term policy imperatives and long-term priorities. And I think it's clear that that's a particularly severe problem today when we have apparently necessary short-term measures which might impose long-term harm. But in responding to some of the points that have been made, I'd also like to suggest that the problem is still more fundamental, that free market financial systems, and in particular systems for credit creation, have a systematic tendency to favour short-term and potentially unstable activities over those which meet long-term investment and innovation requirements, that it's that tendency which got us into the current mess, and that both constructing a better financial system for the future and getting out of the current macro recession are likely to require still more radical and unconventional policy measures than yet implemented or even openly considered. Now, one of the great advantages of now being out of office is that I don't have to be constrained by being able to persuade my colleagues around the world that things are practical. And therefore I can say deliberately provocative things. And I will end up with some deliberately provocative, unconventional policies that we now ought to be considering. I think, though, it's worth beginning with the point that both Dominique and Patrick made,
that we really do need to understand the severity of the recession that we have gone into. Dominic quoted some of the figures for France. The figures for the UK is that in the last 200 years of the creation of a market capitalist system, there has only been one previous peacetime decade in which performance has been as bad as this. We will in the UK have 10 years of no growth. Basically, over the last 200 years, apart from one decade, that has only happened at wartime. This is a very major shock to the ability of the market economy to create prosperity. And as Patrick said, what quite startling is that none of us saw that coming. Even after the crisis, which we didn't see coming, in early March 2009, in spring 2009, we did not anticipate how severe this recession would be. So why did we end up in this crisis, and why did we not see it coming? And I think Patrick has said the main point already. It's about debt. We essentially ended up in this crisis because we allowed the financial system to create too much debt. Now, it's true that in some countries, and in particular Greece and Italy, the essential problem was too much public debt. But in many others, in fact, most of the others where the crisis broke out, certainly in Spain, in Ireland, in the UK and US, the problem was too much private debt. And the fundamental problem we have, and it is above all, I think, the economist Hyman Minsky who has pointed this out, is the fact that free market financial systems have an inherent tendency to expand credit supply and aggregate leverage beyond the socially optimal level. They have a tendency to flood the economy with credit in the upswing of the cycle and then to destroy credit in the downswing of the cycle. They also create too much of the wrong type of debt. Anybody in this audience who has read a undergraduate or school-level undergraduate economic textbooks will have read a description which says that what banks do is intermediate household savings into loans to businesses which invest in real projects. But I simply want to point out that as a description of what modern real-world banking systems do, that is almost entirely misleading. Only a very small proportion of what banks do involves the intermediating of household savings into investment projects. Instead, what they largely do is lend money for reasons which may be legitimate reasons, but they are detached from the fundamental long-term investment process of the economy. They are mortgage lending to buy already existing houses. They are unsecured consumer debt to enable people to bring forward consumption. They are leveraged plays by private equity firms. They are commercial real estate investment. And there is nothing which ensures that a free financial system will ensure the optimal mix of credit between different categories of activity. So the crisis has left us with too much debt, private and increasingly also public. And it's also left us with a huge paradox and asymmetry of policy. And again, Patrick Artus clearly pointed us towards that. We got into this crisis as a result of too much debt, but if you try and get out of a crisis of too much debt simply by paying down debt, by deleveraging, we will drive our economies into deep recessions and make still more difficult the recovery. When you have a private sector faced with a large debt overhang, a level of debt which the private sector now believes is excessive, it will attempt to deleverage. And unless in those circumstances you are willing to accept some public deficits, your recession will be worse. Now, what to do? The huge challenge appears to be that all our available policy levers are either subject to diminishing marginal effectiveness or carry harmful side effects. We have already reduced interest rates to the zero lower bound, and many countries are deploying quantitative easing. And I think that, faute de mieux, those are the best policies which we have available, but there is a real risk, and I think we should be very aware of this, that long before those policies truly stimulate the real economy, they will produce asset bubbles, harmful innovation, carry trades, and increased levels of leverage, a return to the very thing which got us into the mess in the first place. So I don't think we should be sanguine about the impact of these unconventional monetary policies. But there's also an apparent danger that if instead we relaxed fiscal consolidation in order more directly to stimulate demand, we would drive public debt to GDP to unsustainable levels. And I think Patrick asked a very good question. Do we believe that the public debt levels
even of some of the larger developed countries, are truly sustainable. We sometimes try and reassure ourselves with figures of the following sort. The UK came out of the Second World War in 1945 with a debt to GDP level of 250%, and by 1970 had got that down to 60%. But that occurred in an environment where nominal GDP was growing at about 8 to 10% per annum, and we would not have achieved that deleveraging without it. When I look at the figures for Italy, I have to say I don't see how, from 120% debt to GDP today, with zero growth and close to zero inflation, I don't see how one achieves the deleveraging out of that. So it seems that we're entirely out of ammunition, with all tools constrained or potentially harmful. But I believe that that is a wrong analysis and an unacceptably defeatist response to the slow growth and rising unemployment to which our past policy failures have condemned our societies. There are policy levers available, but they are radical. So finally, 4 thoughts that you'd only hear from somebody out of office, but at least people out of office can try and shift the nature of the debate a tiny amount. We still need to radically reform our financial sector to create banks far less leveraged than existed pre-crisis. If I were the benevolent dictator of a greenfield economy, I would be strongly in favour of the proposal of Anat Admati and Martin Hellwig that we should be aiming to have banks levered about 4 to 1 rather than about 21. Secondly, how on earth are we going to achieve such higher capital ratios without encouraging dangerously rapid deleveraging? Well, how about if private equity capital was not rapidly forthcoming, using central bank created money to refinance the capitalization, to finance the recapitalization. Now there, I have broken the ultimate taboo in central banking, but that's because I'm out of office. Thirdly, we should in future constrain some categories of credit creation, not only by much higher bank capital ratios, but also by direct borrowing constraints on some categories of borrowing, such as loan-to-income constraints on residential mortgages and commercial real estate. And secondly, we should recognize that in the long term, we may also need special categories of institution, long-term investment banks, and Ollie mentioned them earlier, to ensure adequate long-term investment in infrastructure and innovation. That may imply a potential role for a sponsoring state which goes beyond that allowed by the dominant neoliberal consensus, hence proving, I think, that I must be sort of a French person manqué. Thank you very much. Thank you very much. Oui, donc, effectivement, la question qui est posée est très macroéconomique, mais moi je voudrais l'aborder avec l'angle particulier, mais qui est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise, qui est celui de la microéconomie. Mais c'est aussi, je crois, un angle, et les relations entre les deux sont un sujet sur lequel le FMI a beaucoup travaillé depuis un moment. Donc comment, dirigeant d'un groupe mondialisé, on voit les arbitrages court terme, long terme. Je voudrais faire 3 séries de remarques. D'abord, pourquoi le long terme est important dans une entreprise? Pour un industriel, les décisions les plus importantes qu'on a à prendre sont les décisions d'investissement. Et c'est à l'aune de l'investissement qu'il faut apprécier l'horizon de temps de la décision de la mise en œuvre de l'investissement à sa rentabilité finale pour l'entreprise, les clients, les actionnaires. Entre le moment où on commence à envisager et le moment où est mis en œuvre un projet de nouvelle usine, il s'écoule typiquement au moins 1 an pour l'analyse, 2 ans pour la conception et la réalisation. Et les premiers résultats positifs, on les enregistre entre 1 an et 3 ans après, quelquefois moins si tout va bien. Et la véritable rentabilité en fait, d'un projet, il faut 10 à 15 ans pour les usines type, par exemple, de Saint-Gobain. Alors bien sûr, tous les métiers n'ont pas la même intensité capitalistique, et on voit bien que ce sont, et c'est un des problèmes, les métiers les plus intensifs en capital qui nécessitent la meilleure visibilité sur les perspectives à moyen terme. Donc je retiens un horizon de 10 ans clés. Quand on est au-delà, en fait, et là, on retrouve le domaine de la puissance publique qui doit jouer un rôle sur le très long terme, qu'il s'agisse des infrastructures en particulier, et c'est pour ça que la politique énergétique est absolument fondamentale. Pour décider à 10 ans, donc, on a besoin du moins d'incertitudes possible, et il y en a de plus en plus. La crise des dernières années dont on a parlé a
considérablement accru pour un industriel les incertitudes et rend les décisions d'investissement, en particulier dans les métiers capitalistiques, de plus en plus difficiles, et ça fait dérailler beaucoup de projets, en particulier dans les pays développés. On voit bien que dans les pays émergents, où la croissance est plus forte, les industriels aussi bénéficient d'avantages comparatifs dans l'accès à un coût du capital meilleur que la moyenne. Deuxième série de remarques, comment est-ce qu'on concilie dans l'entreprise court terme et long terme? Et là, il y a quelque chose d'assez simple, mais je crois fondamental pour moi, c'est que pour une entreprise, le long terme, c'est toujours une succession de court terme. Si on n'a pas ça en tête, on peut mourir assez facilement avant d'avoir réussi. Et je crois que c'est une différence irréconciliable entre la microéconomie et la macroéconomie, entre les entreprises et les États. Les entreprises sont souvent mortelles. Il n'y en a d'ailleurs pas beaucoup qui durent 350 ans. Les États ne sont jamais mortels. Pour l'instant, Saint-Gobain a duré assez longtemps, mais il n'y en a pas beaucoup. Une entreprise ne peut pas accumuler les pertes, comme un État, comme les États accumulent les déficits. Et de ce point de vue-là, la différence de vocabulaire est significative. Dans une entreprise, on parle de pertes. En macroéconomie, le déficit budgétaire, on parle de déficit. Donc dans une entreprise, quand il y a la crise, le premier impératif, c'est la survie. Quand les vents de court terme sont contraires, il faut s'adapter vite et fort, tout en préservant l'essentiel. Et de ce point de vue-là, il faut essayer d'utiliser à bon escient l'indicateur auquel, comme les sondages en politique, on apprécie la santé d'une entreprise, du moins pour les entreprises cotées, c'est le cours de bourse. J'ai le sentiment que globalement, face à ces contraintes, les entreprises prennent en général des mesures d'ajustement beaucoup plus fortes que ce que font les États, tout en gardant un cap stratégique souvent plus clair, qu'il s'agisse de ce qu'elles font dans le domaine de la R&D ou des organisations et des infrastructures qui sont revenues sans aucun ménagement. Troisième série de remarques, c'est donc est-ce qu'on peut tirer les enseignements de la micro pour la macro? Que faire au niveau de la politique économique pour que les entreprises investissent, ce qui est fondamental en Europe et en particulier dans notre pays? Alors c'est peut-être un peu présomptueux de donner des conseils, mais on voit dans un groupe mondialisé ce que font les gouvernements autour de la planète, et donc on peut en tirer des comparatifs. Il y a deux priorités pour moi qui se dessinent. La première, c'est qu'il faut avoir une vision claire, et la deuxième, qu'il faut être pragmatique. Alors tout d'abord, avoir une vision claire, avoir une stratégie et l'afficher. C'est une des meilleures manières, à mon avis, de réconcilier le court terme et le long terme. Il faut donner un cap. D'ailleurs, je note récemment, les banquiers centraux l'ont de mieux en mieux compris, qui inscrivent de plus en plus leurs décisions de court terme dans une perspective. Pour une entreprise, c'est le point de départ. Chez Saint-Gobain, nous avons fait le constat de la croissance à moyen terme sur les marchés de l'habitat au-delà des cycles, à la fois dans les pays émergents et développés, et c'est à partir de là que nous avons conçu notre vision. Et je crois qu'il doit être de même pour les pays et les grandes institutions internationales, avoir une vision claire, une vision porteuse qui entraîne. Deuxièmement, il faut être pragmatique. Alors ça peut paraître banal, mais je crois que je ne suis pas un spécialiste de macroéconomie, mais je crois que le bon sens n'est pas toujours partout la qualité la plus partagée. Le pragmatisme, ce n'est pas en particulier la qualité la plus immédiatement perspective en France, en tout cas vue de l'étranger, quand on regarde les différents pays dans lesquels on travaille. Ça veut dire pour la politique économique, accepter une réalité simple, qui est que ce sont les entreprises qui font la croissance et qui font l'emploi à moyen terme à travers l'investissement. Et que donc en matière de politique économique, il faut d'abord essayer de ne pas les entraver. Alors il y a des facteurs qui ne sont pas tous... C'est très... Il y a des facteurs qui ne sont pas tous dans la main des responsables d'un pays, l'environnement financier international, les taux d'intérêt, les taux de change et d'autres, mais il y a beaucoup de facteurs, de paramètres sur lesquels les marges de manœuvre existent. Et on a envie de dire que la première priorité, c'est d'éviter de perturber, c'est de ne pas changer tout le temps, d'essayer de réduire les incertitudes du cadre fiscal, les obstacles juridiques, réglementaires, sociaux de toutes sortes. Alors en France, en caricaturant, et je m'excuse de le faire, mais je suis sûr que le ministre de l'économie nous redonnera un cap de long terme, mais on a un peu l'impression depuis un an qu'on est passé du déni au zigzag. Alors ça s'est traduit par d'importants progrès. Ça s'est traduit par d'importants progrès, je crois qu'il faut les souligner, mais il y a encore beaucoup à faire.
Nous aurons les réponses Voilà. tout à l'heure. Alors, comme Merci. j'ai fini, je voudrais juste dire que ces deux choses, Vous réservez vos effets pour la fin, vous, hein, dis donc, hein. vision à long terme et pragmatisme sont deux éléments très importants, je crois qu'il faut avoir en tête pour toute politique économique si on veut avoir une vision qui prenne en compte le long terme. Et si on ne le fait pas, on ajoute la défiance à l'incertitude. Merci à vous. According to my watch, I have only minus 3 minutes, so I try to be very brief, but I want to just send you a message. Now, I think all discussion here just remind me of the very famous words in the beginning of the Tolstoy's novel. All happy families are very similar, but all unhappy families are very for different reasons. So I think it is very important to just understand the very different feature of individual countries so that for us to have a more broad understanding of what is going on. Now, in the case of Japan, although we have a huge amount of public debt, but if you look at the debt of the household or corporate or financial sectors, it's in very, very good shape. So the issue is very different. And the reason why our private sector debt is in a very good shape is because we have very prolonged, long, difficult years of adjustment. And the other very different thing is, well, the crisis in Europe is very urgent. Now, crisis in Japan was very calm and peaceful. And that's a problem. Because what happened is we have a very stagnant economy for many years, so deflation started. And the debt is accumulating, but the interest rate on the government bond is very low. And this is deflation, okay? And it is impossible for you to think about a long-term prosperity without stopping deflation. So this is the starting point of Abenomics, okay? What is just the mechanism behind deflation? Well, just people are prepared for the very pessimistic futures. So what happened is household sector just accumulated saving. And also the corporate sector is accumulating saving. And financial sector cannot find any place to lend their money. So they just buying the government bond. And so the government bond can be just sustained because of the huge amount of saving. So what we need is unconventional monetary policy, just to wipe away deflationary pressures. And I think the Abenomics was very successful in that respect. You probably saw a very dramatic just jump of stock prices, or there some turbulence, but still we're about 50% higher than the place where we started for the stock prices. And the very, very expensive yen a few years ago was actually corrected. It is not weakening of yen. It is just a correction of the very high value of yen to just normal level. So the very important thing is what is the next step, okay? Now, the reason why I emphasize just the very good shape of the private debt situation is one of the most important reasons for the growth strategy is how we can mobilize this saving. Okay, usually people are talking about growth strategy as more long-term product issues. But the issue is the two things. One is the product issue, and the other is the demand side. So if government can have a very bright future for the reform, then there's going to be a kind of changing the behavior of the private sector. And also, let me just talk about the public debt issues. Well, once deflation stops and you have a just very good nominal growth rate, just help a lot the government because the tax revenue start increasing. And just to remember, our government has already had a plan to raise the consumption tax rate from 5% to 10% in the next 2 years. So this kind of a very dramatic measure to just the fiscal condition cannot be introduced without stopping deflation. So I think the short-term, long-term the relation is very different among different countries. Of course, the issue like a gender gap issue is very important, and it is one of my priority issue for us. And so I think if we have a more just room for doing more policies because we can stop deflation, then there's going to be more dramatic measures to think about long-term policies. So I think the Abenomics is still working very well, and I hope we can just provide more results in the future. Thank you very much.